Monde numérique. Salut et bienvenue à l'écoute de cet épisode très spécial de Monde numérique. Et oui, l'année 2024 touche à sa fin. Et quelle année! Entre des IA toujours plus intelligentes, des objets connectés prometteurs ou improbables, des bonnes et des moins bonnes nouvelles dans tout le secteur de la tech, on peut dire qu'on ne s'est pas ennuyé. Alors dans cet épisode, je vous propose de revivre quelques moments clés de cette folle année avec un condensé des extraits les plus marquants du podcast Monde numérique. Acteurs du numérique, experts, commentateurs, visionnaires, ils nous ont fait réfléchir, rêver, parfois même aussi un peu flipper. Installez-vous et laissez-vous embarquer à l'écoute de ce Best-of 2024. C'est le moment de revivre les temps forts d'une année pas comme les autres, avant de se préparer à une année 2025 sans doute encore plus folle. Bye bye 2024. Bonjour Xavier Niel. Bonjour Jérôme. La Freebox Ultra, vous avez tout mis dedans. On a essayé de mettre beaucoup de choses. Je sais pas si on avait tout mis, mais c'est un peu notre culture. Hein. On avait un slogan dans le temps. Chez Free, on a tout compris. Donc voilà, on jouait sur les deux et c'est toujours la même chose. C'est d'essayer de se dire, est-ce qu'on est capable de faire une offre dans laquelle tout le monde va pas utiliser, mais dans laquelle il y a tout. Voilà, c'est notre ADN depuis le début d'essayer de mettre un maximum de choses dans un prix qu'on espère que les gens vont trouver avantageux. Bon, alors si on détaille un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve au niveau hardware, tout d'abord, et puis surtout la dimension contenu aussi qui est importante. Alors, au niveau hardware, on a des nouveautés. Le premier, c'est d'avoir du 8 gigabits symétrique. C'est la première fois qu'on a une offre grand public avec des débits symétriques à ces niveaux-là. Alors, je sais que souvent, les gens, nos concurrents notamment, se moquent de nous en disant, bon, bah, ça sert à rien. Ils disaient ça il y a 5 ans quand on avait lancé la Freebox Delta, ça sert à rien. Donc, ils vont redire, ça sert à rien. Pour nos concurrents, ça sert jamais à rien. Mais peut-être parce qu'ils sont un peu en retard. Je pense que s'ils étaient en avance, ils trouveraient un très bon usage. Mais pardon, c'est vrai qu'il y a quand même peu de gens qui seront éligibles à cette vitesse de connexion. Bah, nous, c'est 35 millions de foyers, nos 35 millions de lignes, puisqu'on a upgradé tout notre réseau. Donc, on a 35 millions de lignes accessibles. Oui, je sais que le problème de nos concurrents, c'est que parfois, ils ont déployé ça sur quelques centaines de milliers de lignes. Donc, les Français se disent, ce truc n'est pas disponible partout. Si, chez Free, on a upgradé la totalité de notre réseau pour que ça soit disponible partout en 8 gigabits symétriques. Et on crée une Freebox, une nouvelle Freebox, la Freebox Ultra, qui permet de le faire. Donc, ça, c'est la première innovation, c'est ce débit symétrique élevé. Et puis, certaines personnes peuvent vous dire, ça sert à rien. C'est qu'ils ont jamais essayé de télécharger ou d'uploader un film de quelques centaines de gigas. Je suis sûr que vous, Jérôme, ça vous arrive parce que ça fait partie de votre métier. Mais à partir de ce moment-là, avoir un vrai débit significatif, on sait à quoi ça sert. Ne plus être limité par des écrans physiques et vraiment pouvoir les mettre où on veut, les mettre sur son mur en taille géante, miniature, sur sa table, son clavier, et pouvoir interagir avec de façon ultra facile et intuitive, c'est trop pratique. Jean-Baptiste Nicolet, alias The E-Collection, YouTuber spécialisé notamment dans les produits Apple, mais pas seulement. Tu viens de me faire essayer le casque ou le masque Vision Pro d'Apple. Alors moi, j'ai mon avis sur la question, mais comme toi, tu le pratiques depuis déjà plusieurs semaines maintenant, c'est intéressant de faire un petit point, un petit bilan après plusieurs semaines d'utilisation. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé, toi, au cours de ces dernières semaines d'essai ? C'est la facilité d'utilisation. En fait, c'est hyper intuitif. Et qu'est-ce qu'il y a de plus intuitif que les yeux et les doigts pour contrôler quelque chose? On regarde avec ses yeux pour sélectionner et on valide avec son doigt. On prend la fenêtre, on la rapproche, on l'éloigne. Et je l'ai fait tester à beaucoup de personnes qui, instantanément, en 5-6 minutes, ont compris le jeu d'attraper une fenêtre, de la bouger dans l'espace. Et on n'est plus limité par des écrans physiques, mais tout se met dans le virtuel. Et ça ouvre des possibilités de se dire qu'on n'a plus besoin d'avoir un ordinateur fixe ou un écran externe chez soi. En plus, à son bureau, une télé sur son mur, une télé pourquoi pas dans sa chambre, son téléphone. On a ça devant nos yeux et en fait, on est illimité sur les écrans à mettre partout. Alors, le Vision Pro, tu l'as essayé toi aussi? Oui. Ben oui, on l'a vu sur le plateau. Ben oui. Oui, voilà. oui. François, pour être honnête, ça t'avantage pas. C'est vrai? Ah oui, je regardais, j'ai dit, j'espère qu'il va l'enlever à l'émission. Tu veux dire par là que je suis mieux sans? Ah oui, tout à fait. Eh ben écoute, Mais c'est rassurant. Je préfère ça que tu me dises l'inverse. T'imagines si tu m'avais dit, François, tu es beaucoup mieux avec le Vision Pro quand on ne le voit pas. Là, je préfère. Je t'imagine, toi, tous les soirs avec ça dans le visage. Oui, voilà, ça aurait été sympathique. Bon, les mecs, vous savez qu'on essaie de faire un podcast sérieux quand même. Non, mais... un petit peu. non, mais Non, mais Jérôme, tu nous as invités pour dire les vraies choses. Mais oui, si t'es pas capable d'accepter la vérité, moi, je pense que j'accepte. Je me retire. Hein. Tout à fait. D'autant qu'on n'est pas payé, je le rappelle, donc on dit un peu ce qu'on veut. Ah oui. Tout à fait.
Le truc intéressant, je trouve, avec le Vision Pro, c'est que déjà, c'est Apple qui se lance dans ce truc-là, donc forcément, ils ont une couverture médiatique incroyable. Je pense que voilà, Mark Zuckerberg doit être fou de rage de voir que lui, ça fait 5 ans qu'il est là-dessus. Il a une couverture médiatique, mais qui n'a rien à voir avec celle d'Apple. Mais non, il a que du bad buzz, lui. Bah, c'est pas qu'il a il a du bad buzz avec tout l'écosystème méta, mais pas trop pour le Quest, qui est un produit qui la plupart du temps est plutôt bien noté. Hein. C'est un produit qui tient la route, tu vois. Mais le truc avec Apple, c'est que là, d'un coup, donc tout le monde évoque ce truc-là. Tout le monde a son mot à dire là-dessus, et on se rend compte quand même que même s'il y a des avancées technologiques, et moi ce que je retiens de ce truc-là, et Bruno, vivement que tu puisses le tester pour que tu nous donnes ton avis, c'est la qualité en fait de l'affichage quand tu portes le casque, parce que autant quand tu regardes de par les caméras qui sont dans l'appareil, la qualité est somme toute assez moyenne. Enfin bon, elle est bonne, mais c'est pas ça qui est bluffant. Mais en revanche, quand tu regardes du contenu que tu as téléchargé d'Apple TV et que tu es vraiment là immergé dans le casque, tu vois, j'ai dit casque. Alors des fois je dis masque, des fois casque, on sait pas trop. Et ben là, tu as une qualité d'image qui est incroyable. Tu vois pas les pixels. Ça, c'est vraiment un point impressionnant. Après le reste, l'ergonomie, je trouve que c'est pas aussi intuitif que l'iPhone. Tu vois, moi j'ai réussi à faire 2-3 manipulations, mais c'est pas aussi intuitif et facile d'accès que l'iPhone. Oh, quand même, le truc, tu as eu du mal avec le système de pointage, etc. Mais après, peut-être que je l'ai fait en un quart d'heure parce que c'était entre 2 émissions. J'ai pas eu trop le temps de le configurer. Peut-être que je l'avais mal configuré aussi, tu vois. Ça, c'est clair. Et puis, il est quand même assez lourd. Voilà. Je trouve qu'il est assez lourd. 600 grammes. C'est un beau bébé. Et tu te rends compte que c'est un produit qui est imparfait, évidemment imparfait, et qui petit à petit va s'améliorer, mais on est au tout début, si tu veux, d'un cheminement technologique qui va prendre des années, sans doute. C'est prometteur pour certaines choses, c'est très déceptif pour d'autres. $3 500, c'est complètement éliminatoire. Franchement, moi, il sort en France là. Enfin, s'il sort en France, je me précipiterai pas pour l'acheter parce que franchement, ça serait vraiment, à mon sens, jeter de l'argent par les fenêtres. Mais je remets une pièce dans le jukebox, tu vois, et je dis, ben voilà, ok, j'y crois. On va attendre quelques années pour voir ce que ça donne. Et je pense qu'Apple a les moyens, a l'assise financière, et je pense qu'ils ont une visibilité sur 5 ans d'amélioration de ce type de produit, et on se donne rendez-vous dans 5 ans. Cette semaine à Barcelone, on s'attend à un temps généralement nuageux avec des averses vendredi matin. En ce qui concerne les choses à faire, vous pouvez explorer des sites célèbres comme la Sagrada Familia et le Parc Güell, profiter de la cuisine locale, visiter les belles plages et découvrir la vie nocturne animée. This is a new type of hardware. C'est un nouveau type de matériel, une catégorie qu'on n'avait jamais vue auparavant. Et c'est destiné à être informatique contextuelle, ambiante, silencieuse et compartimentée. Je pense qu'on est très excités par le fait que c'est un appareil portable qui n'est pas un écosystème basé sur un écran parce qu'il offre une alternative à ce qu'on a avec nos téléphones aujourd'hui. On ne remplacera pas le téléphone. Vous savez, les systèmes basés sur des écrans sont très importants. Mais on fournit une alternative dans les situations où vous n'en auriez peut-être pas besoin. Qu'est-ce que ça peut faire exactement et comment ça marche? Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec l'appareil. Je veux dire, vous avez accès à tout notre écosystème d'intelligence. Donc, je peux poser des questions et accéder à différents LLM pour avoir des réponses. Je peux prendre des photos et des vidéos. Nous avons une caméra sur l'appareil. Il y a un laser que je peux utiliser comme mécanisme de saisie et aussi pour me lire des informations si je ne veux pas qu'on les prononce. Nous travaillons sur les capacités de vision. Donc, on utilise la caméra pour comprendre ce qui se trouve devant vous. Speech to text, de la parole au texte, du texte à la parole. Évidemment, vous pouvez prendre des appels téléphoniques, prendre des messages, textes, tout ça. Est-ce que c'est une sorte de post-smartphone ou bien c'est juste un accessoire? Je pense que c'est post-smartphone dans le sens où vous n'avez pas besoin d'un smartphone pour utiliser l'appareil, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelque chose qui est attaché à votre téléphone ou à une autre technologie. Il est entièrement autonome. Et de cette façon, vous pouvez utiliser la technologie sans rien d'autre.
Mais on a déjà des montres connectées, des choses comme ça. Oui, je pense que ce qui est si intéressant à ce sujet, c'est que votre montre est contextuelle à certains égards, n'est-ce pas? Le calcul contextuel n'est pas nouveau. Votre montre sait des choses sur vous, l'heure et les lieux où vous vous trouvez. Mais la montre n'a pas d'appareil photo, n'est-ce pas? La montre n'est pas une sorte d'appareil portable comme ceux que l'on porte sur soi. Et il y a tellement à gagner à avoir ces deux choses. Comprendre ce qui se trouve devant vous et être en contexte complet, par opposition à un contexte partiel. Et c'est complètement autonome. Il y a une carte SIM à l'intérieur. Oui, il y a une eSIM. Quel est le prix? Il commence à $699. Et nous avons lancé aux États-Unis. C'est donc le prix aux États-Unis en ce moment. Donc c'est déjà disponible. Des gens peuvent l'acheter et des gens l'achètent? Oui, les gens l'ont acheté. Nous prenons les commandes maintenant. Nous avons été très satisfaits des commandes jusqu'à présent et nous commençons à expédier aux clients dans environ 1 mois. C'est vraiment une tablette qui va être vraiment optimisée pour la lecture. Avec cette finition mat, on a beaucoup moins de reflets si on compare avec une tablette normale. Chez TCL, on veut vraiment offrir d'innovation et de la technologie de manière très accessible. Et surtout, on va se concentrer sur les besoins des utilisateurs, les contraintes peut-être, et d'améliorer en fait la vie, on va dire la vie un peu numérique, l'usage de la technologie. Donc, on a cette technologie Nextpaper qui existe déjà depuis plusieurs années chez nous. Donc, cette technologie, qu'est-ce que c'est? Ça apporte 2 avantages. Le premier avantage, c'est qu'on sait qu'on passe trop de temps sur nos écrans. Il y a plus de 70% d'après nos études qui se plaignent d'avoir une fatigue oculaire à la fin de la journée, après plusieurs heures sur le PC, sur les téléphones. Et on est parti de ce constat et on a créé une technologie qui permet de baisser la lumière bleue de 61%, mais sans avoir cet écran jaune que tout le monde déteste. Et en même temps, pour améliorer l'expérience visuelle, on a aussi une finition mat sur l'écran qui permet de réduire la réflexion. Et tout ça, c'est pour parler français, du hardware, du matériel. C'est pas un logiciel qu'on peut installer. C'est vraiment une innovation de TCL. On a des brevets dessus. On est très fiers de montrer ces produits. On va avoir des généralistes qui vont être des maîtres de bots, qu'ils vont envoyer faire des mini-tâches pour le travail qu'on va leur soumettre, et on va rentrer de plus en plus vers des hyper généralistes qui seront des bot managers et des IA managers en fonction des tâches qu'on va leur allouer, qu'on va leur demander de réaliser. Et il y avait également une conférence, 3-4 conférences qui sont venues sur ce sujet-là. Une autre qui était sur les Digital Minions, qui a fait le parallèle avec, vous savez, le film Moi moche et méchant, les mignons. En gros, c'était sur les bots, c'était assez drôle, puisqu'il disait, voilà, pour lui, les bots, c'est comme les mignons dans le film. C'est-à-dire que quand on est surveille, tout se passe très bien, mais dès qu'on tourne le dos, les bots vont faire n'importe quoi. C'est un peu ça. Peut-être demain, nos métiers, c'est d'aller choisir les bons bots, les manager au mieux, les superviser pour être le plus productif possible. Yann Lequin, comment vous définiriez ce que vous faites chez Meta par rapport à ce que font d'autres? Dans quelle direction vous allez, vous? Quel est votre but en matière d'IA? Alors, il y a déjà des différences dans les modus operandi, c'est-à-dire dans le mode de fonctionnement. À Meta, on pratique la recherche ouverte. Donc déjà, on a un laboratoire de recherche avancé, FAIR, Fundamental AI Research, qui fait la recherche à long terme. C'est pas le cas de tout le monde. C'est le cas de Google, par exemple, c'est le cas de Microsoft. Pas trop d'entreprises plus petites, en fait, qui n'ont pas vraiment les reins financiers assez solides pour faire vraiment de la recherche à long terme. Donc, ils se focalisent plutôt sur des produits et la technologie à court terme. Donc, la possibilité de faire la recherche à long terme, déjà, ça nous caractérise. Ensuite, faire la recherche ouverte, c'est-à-dire en collaboration avec le monde académique, avec d'autres entreprises peut-être plus petites, avec la recherche publique en France, par exemple. Et puis, une vision sur quel chemin emprunter pour arriver à des systèmes vraiment intelligents, c'est-à-dire qui puissent peut-être atteindre le niveau d'intelligence humaine. Et là, chaque entreprise a son idée un petit peu, sa philosophie, et puis certaines en ont changé d'une fois sur l'autre. Donc, par exemple, DeepMind avait démarré une 12aine d'années avec l'idée que ce qui amènerait à l'intelligence de niveau humain, c'est l'apprentissage par renforcement. Ça a été un échec total. Maintenant, ils ont quasiment abandonné ce programme. C'est un petit peu la même chose pour OpenAI, et puis ils ont aussi abandonné ce programme. Ils se sont redirigés vers les LLM, entre autres, les LLM autorégressifs, et avec l'idée que pour arriver à l'intelligence de niveau humain, il suffit de faire des modèles plus gros, entraînés avec plus de données, avec des ordinateurs plus puissants.
Ça, moi, je n'y crois pas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut des architectures fondamentalement nouvelles qui permettent aux machines de comprendre le monde physique, de raisonner, d'avoir la mémoire persistante, etc. Donc, il faut de l'innovation scientifique. C'est pas simplement un problème technologique de faisons plus fort, plus gros, quoi. Il faut vraiment des progrès conceptuels. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Un système ne peut pas comprendre comment fonctionne le monde simplement à partir de texte. C'est très, très stylisé, en fait, ce qu'on met dans le texte. Il y a tout un tas de choses qu'on n'exprime jamais en texte parce qu'elles sont tellement évidentes à cause de notre expérience du monde que on l'écrit jamais. Donc c'est tout ce qui manque. Et en fait, on n'a pas cette impression, mais en fait, c'est la majorité de notre connaissance, de notre savoir, n'a rien à voir avec la langue. En fait, si on essaie au niveau philosophique de savoir ce que c'est vraiment que l'intelligence, c'est essayer de trouver des bonnes représentations d'un phénomène, d'une réalité, qui nous permettent d'agir déjà sur la réalité, ou de la comprendre ou de la prédire. La prévision, c'est un peu l'essence de l'intelligence. Et la prévision, en fait, est nécessaire à la capacité de planifier des actions. Donc, par exemple, ça a nécessité quelques milliers d'années de civilisation et de réflexion de gens très futés pour dire, si on veut prédire la trajectoire des planètes, déjà, il faut réaliser que la Terre n'est pas au centre de l'univers, etc. Mais aussi le fait que pour prédire la trajectoire d'une planète, c'est très très compliqué, c'est très gros. On n'a pas besoin de connaître sa masse, sa forme, sa composition, sa densité, sa couleur, rien de tout ça. Aucune importance. Les seules choses qui sont importantes, c'est 3 paramètres de position et 3 paramètres de vitesse. C'est tout. On n'a même pas besoin de savoir qu'elle tourne sur elle-même ou pas. On a juste besoin de ces 6 chiffres pour pouvoir calculer sa trajectoire pendant des siècles, grâce à Newton. Donc ce processus par lequel on trouve des abstractions qui nous permet de faire des prédictions, c'est un peu l'essence de l'intelligence. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces modèles JPAD que j'ai essayé. Mais bon, là, je parle de Newton, mais Chagoutière est capable de faire ça aussi. Chagoutière trouve les bonnes représentations et abstractions pour prédire la trajectoire de la souris ou arriver à ouvrir la porte de l'endroit où il veut rentrer, etc. La science de l'IA ne sait pas répondre à la question comment est-ce qu'on pourrait construire des IA qui seraient éventuellement aussi intelligentes ou plus intelligentes que nous et qui ne se retourneraient pas contre nous. Bonjour Yoshua Bengio. Bonjour. Vous êtes chercheur en informatique, professeur à l'Université de Montréal. Vous êtes surtout l'un des pères de l'apprentissage profond, le deep learning. Avec vos confrères Geoffrey Hinton et Yann Lequin, vous avez reçu en 2018 le prix Turing, ce qu'on appelle le prix Nobel de l'informatique, pour votre travail sur les réseaux de neurones artificiels. Tout récemment, le Time vous a consacré comme l'une des 100 personnalités les plus importantes et les plus influentes du monde, bien sûr en rapport avec l'intelligence artificielle. Et malgré tout, vous faites partie, on pourrait dire, des inquiets face au risque de l'IA. Qu'est-ce que vous voyez concrètement comme risque de dérive? Il y en a beaucoup, il y en a à plus court terme et il y en a à plus long terme. À plus court terme, ce qui inquiète beaucoup de chercheurs et de politiques, c'est l'utilisation de l'IA pour influencer l'opinion publique, donc changer les résultats des élections, déstabiliser nos démocraties, qui sont déjà menacées, comme vous savez. Donc, avec les hypertrucages, avec les dialogues personnalisés pour influencer les gens, ça fait quand même assez peur. Moi, j'ai vu des imitations de moi-même qui dit des choses que je ne dirais jamais. Non, la technologie est très avancée et ça va continuer. Donc ça, c'est des choses à court terme. Ensuite, si on regarde un petit peu plus loin, il y a les usages par des mauvais acteurs, comme on dit, donc des terroristes, des pays qui veulent nous nuire. Au fur et à mesure que ce système devient plus avancé, ça devient comme des bases de connaissances qui peuvent aider des gens qui sont pas nécessairement experts à nous attaquer notre cyberinfrastructure, construire des armes. Ce qui inquiète le plus les gens, c'est des armes biologiques, par exemple. Peut-être à inventer des nouvelles armes biologiques ou chimiques. Alors ça, c'est ces aspects sécurité nationale. Je dirais que c'est deuxième volet un peu plus tard, mais qui pourrait venir aussi vite que dans quelques années. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin encore, peut-être le plus épeurant,
c'est ce qu'on appelle la perte de contrôle, c'est-à-dire d'avoir des IA qui finalement, au lieu de faire ce qu'on leur demande de faire ou ce que nous on attend de ces IA, se retournent contre nous pour préserver leur propre vie, leur propre survie, par exemple pour nous empêcher de les éteindre et pour s'assurer qu'on va pas comment dire, qu'on va pas les empêcher de continuer à recevoir des récompenses. C'est la manière dont ils sont entraînés à maximiser les récompenses. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais c'est beaucoup relié à la question d'un mauvais alignement qui va toujours exister entre ce que nous, on aimerait que les IA fassent et ce qu'elles comprennent de nos instructions. Un peu l'exemple que je donne souvent, c'est si vous avez un chat à la maison, puis vous voulez l'entraîner à ce qu'il vienne pas sur votre table de cuisine. Quand vous le voyez dans la cuisine, vous lui criez après et il va finir par comprendre. Mais qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est pas ce que vous voulez. Il va comprendre que quand vous êtes à la cuisine, faut pas aller sur la table de la cuisine. Mais donc, cette différence-là entre ce que vous voulez puis ce que la machine comprend, dans le cas du chat, c'est pas trop inquiétant, mais imaginons qu'à la place d'un chat, ce soit quelque chose de plus puissant que vous, comme un ours grizzly, mais on voit qu'il y a des problèmes. On veut s'assurer que l'ours grizzly va pas faire des choses vraiment dangereuses pour nous. Alors, ce que vous disiez par rapport à vos travaux actuels, et là on retrouve votre optimisme finalement, c'est que ça, il y a peut-être possibilité de limiter les dégâts, mais vraiment à la racine. Parce qu'aujourd'hui, quand on bride ChatGPT, c'est un peu ce qu'on appelle du fine-tuning. Hein, on lui dit, tu dis pas ça, tu dis pas ça. Mais vous voulez vous situer à une couche encore inférieure, c'est ça? Exactement. Avant même que qu'il donne sa réponse ou qu'il agisse, parce qu'on va avoir de plus en plus d'IA qui sont ce qu'on appelle des agents, là, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine autonomie pour effectuer une tâche. Par exemple, si vous voulez utiliser une IA pour faire des réservations sur Internet, c'est pas juste une question-réponse, là, elle va interagir avec le monde pour obtenir quelque chose. Donc, ces IA qui prennent des décisions, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que on va essayer de tester plein de cas où la machine pourrait faire des choses qu'on veut pas, puis après ça, on va lui dire « Ah non, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. » C'est un petit peu comme l'exemple du chat de tantôt. Et le problème, c'est que dans des nouvelles situations, ça pourrait quand même déraper ou des humains mal intentionnés pourraient encore trouver des manières de faire à la machine ce qu'on veut pas qu'elle fasse. Et c'est déjà ce qui se passe en ce moment, là. Les compagnies essayent de mettre des protections, de les entraîner à éviter de vous donner des informations dangereuses, mais les chercheurs, les hackers trouvent des parades. Ce sur quoi je travaille, c'est d'aller au cas par cas. Donc, pour chaque action, chaque décision de l'IA, on veut pouvoir dire, bon, est-ce que c'est une bonne chose ou pas, moralement, d'une certaine manière, ou selon les instructions qui ont été reçues. C'est un peu comme un garde-fou, mais là, technologique. Il nous faut des garde-fous politiques, avec des règlements, mais il nous faut aussi un garde-fou technologique pour nous assurer que l'IA va pas tout d'un coup, parce qu'elle a mal compris ce qu'on disait ou qu'elle a des objectifs néfastes, faire quelque chose qui va nous nuire. L'environnement, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est ce qu'on appelle multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs pour réussir à faire en sorte qu'on limite les émissions de CO2, on restaure la biodiversité. Et le machine learning, c'est quelque chose qui est assez efficace pour traiter les environnements multifactoriels. Bonjour Gilles Babinet. Bonjour. Et vous pensez que véritablement, au contraire, on peut aujourd'hui réconcilier intelligence artificielle et questions environnementales? C'est la thèse principale du livre. En fait, j'avoue que je ne cesse de lire des articles sur les méfaits de l'intelligence artificielle. À maints égards, je pense qu'il y a beaucoup d'exagération, mais même si je reconnais qu'il y a un enjeu d'énergie assez clair, mais ce dont on parle absolument jamais, c'est le potentiel de l'intelligence artificielle pour décarboner et pour restaurer la biodiversité. Donc je pense que c'est des sujets qui méritaient d'être un peu mis en avant.
Alors, de quelle manière, très concrètement, comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que l'IA peut, et dans quel domaine, dans quel secteur, avec quel procédé, est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à réduire l'impact environnemental de l'économie, finalement? Parce que c'est un peu ça la question. Exactement. Alors, il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ça peut avoir un impact important. Un exemple assez concret, c'est l'agriculture. Un agriculteur, il y fait face à des milliers, mais vraiment, j'exagère pas, des milliers de décisions. Avant, pendant, après. Avant, c'est qu'est-ce que je vais faire pousser l'année prochaine, qu'est-ce que je peux espérer d'avoir comme coût de la main-d'œuvre, coût de l'énergie, climat, voilà. Et pendant, c'est qu'est-ce qui se passe en réalité, qu'est-ce que je fais par rapport à ça, qu'est-ce que je mets comme intrant, qu'est-ce que je mets comme pesticide, qu'est-ce que je fais comme mécanisation, est-ce que ça pousse bien, est-ce que ça pousse pas bien, etc. Et puis après, c'est quand est-ce que je récolte, quand est-ce que je stocke, est-ce que j'expédie, voilà, c'est vraiment compliqué. Et on s'aperçoit que lorsque on met des agents intelligents qui sont multifactoriels pour traiter ces décisions, plutôt que d'en optimiser quelques dizaines, ils en optimisent quelques centaines, et de fait, on a une augmentation de la productivité et une large baisse des émissions de CO2, enfin plutôt de gaz à effet de serre dans le cas de l'agriculture, et donc il y a un potentiel qui est très très significatif. Moi, tu vois, en revanche, ce qui m'a ennuyé, c'est la réaction de l'Union européenne qui a dit qu'ils étaient très fiers. Ils étaient très fiers que Apple ne sorte pas tout de suite ses fonctionnalités IA, tu vois. On peut pas être fier de ça. On peut pas être fier de... Si, c'était une manière de dire, ils sont conscients, on impose nos règles, etc. Ouais, mais bon... c'est un bras de fer. De toute façon, c'est un bras de fer. Hein. Mais je trouve que là-dedans, ce sont les utilisateurs qui sont pris en otage. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, mais alors moi je suis le premier à râler contre ça, mais je vais aussi me faire l'avocat du coup de l'Union européenne et de la Commission européenne et de cette réglementation. L'argument, c'est toujours de dire, de toute façon, ils sont là pour protéger les citoyens européens aussi contre certains abus, etc. Même si dans un autre domaine, quand on voit aujourd'hui comment on est emmerdé avec les notifications de cookies sur tous les sites web du fait de la réglementation européenne, on se dit ok, c'est super, mais tu vois, on est protégé, mais à quel prix? On en débattait dans Tech & Co pas plus tard qu'hier, et on se disait pourquoi à ce moment-là ne pas laisser le choix à l'utilisateur européen. Finalement, s'il a envie de rentrer sous le joug de la réglementation DMA et ne pas avoir des fonctionnalités, ok, grand bien lui fasse, mais qu'on puisse aussi, d'une manière tout à fait légale, accepter des conditions d'utilisation qui ne sont pas en phase avec le DMA, mais qu'on assume et qu'on accepte et qui nous permettent d'avoir toutes les fonctionnalités qu'Apple développe mais ça, en temps et en heure, tu vois. Je ne sais pas si juridiquement ça tient la route de dire écoutez, vous savez quoi, on fait une loi, mais ceux qui veulent s'y soumettent et ceux qui veulent pas s'y soumettent pas. Parce que dans ça fait un beau domaines... de jurisprudence pour le reste. Je sais pas, mais en tous les cas, ça laisserait, si tu veux, ça donnerait un peu plus de liberté à l'utilisateur, quoi. Je trouve. Et c'est ça. Et c'est vrai que la notion d'utilisateur et de protection et de sécurité et de liberté de l'utilisateur, elle est au centre en fait de tout ça. Elle est presque philosophique, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire de l'utilisateur? Il faut le prendre pour un petit enfant et lui préparer un petit nid douillet où il risque pas de se blesser, ou bien il faut le laisser un peu se frotter à la réalité. C'est un vrai débat. C'est peut-être la question fondamentale, finalement. Est-ce que absolument. Toute cette commission est là pour servir les Européens ou pour les emmerder, en gros? Aujourd'hui, beaucoup de cardiologues nous recommandent, et je me suis même fait engueuler par plusieurs cardiologues qui m'ont dit maintenant vous avez des montres qui sont plus chères qu'avant, moi je peux plus les acheter pour les prêter à mes patients. Et donc c'est bon signe quelque part. On est proche du moment où les cardiologues vont dire finalement le Holter où je mets un appareil sur ma poitrine pour enregistrer pendant 24 heures est moins utile qu'une montre qui fait une détection d'ECG. Bonjour Eric Carrel. Bonjour Jérôme. Vous êtes président de la société WeThings. Il y a des tensiomètres, thermomètres. C'est quoi celui dont vous êtes le plus fier ou celui qui vous plaît le plus? C'est pas celui qu'on vend le plus, c'est probablement celui qu'on appelle le sleep analyzer qui se met sous le matelas. Et qui est en fait un objet assez extraordinaire parce que il est complètement passif. Comme il est sous le matelas, on le met et il reste des années.
et il capte des données pendant un tiers de notre vie. Et ces données qu'il capte sont d'une richesse absolument incroyable quand on voit leur évolution d'un point de vue longitudinal. Typiquement, le fait de savoir, d'analyser les évolutions des heures de coucher, de lever, le nombre de fois où on se lève la nuit, la profondeur de notre sommeil, l'évolution du rythme cardiaque, l'évolution de la variabilité du rythme cardiaque, l'évolution du rythme respiratoire. Oui, il nous dit le matin si on a ronflé, si on a fait des apnées du sommeil, etc. Oui, alors plus que ça, c'est-à-dire que, par exemple, si on commence à être malade, en fait, notre rythme cardiaque va augmenter puisque notre corps va réagir avant même qu'on en soit conscient. Et donc, on peut voir une pathologie qui est en train d'arriver. Si on boit de l'alcool, on voit comment on cuve, entre guillemets, notre alcool durant la nuit. M'en parlez pas. Et effectivement, vous mentionnez l'apnée, c'est important. On a qualifié la détection de l'apnée. Et aujourd'hui, des laboratoires hospitaliers australiens ont montré qu'on était meilleur que la polysomnographie, qui est l'appareil officiel, l'appareil de référence pour mesurer l'apnée. Pourquoi ? Parce qu'on est là plusieurs nuits. Et le fait d'être là plusieurs nuits, ça fait que on peut comprendre qu'il y a une évolution et que toutes les nuits ne sont pas pareilles. Quand on fait à l'hôpital un test pendant une nuit, on peut passer à côté. Et hier, j'ai rencontré des personnes qui vivent en Allemagne et une personne me racontait que elle avait un problème d'apnée, elle a vu des médecins et ces médecins lui ont expliqué que voilà, il faisait d'apnée et qu'il fallait mettre un masque à pression positive. Et en fait, il s'est aperçu qu'il était encore plus mal avec ce masque à pression positive. Et donc, il est allé voir un peu un spécialiste, il lui a montré les résultats de notre produit avec notre sleep analyzer. Et là, il a compris qu'en fait, il avait une autre maladie qui était pas grave, mais qu'il fallait un peu prendre en compte. Mais ça l'a sauvé. D'accord. Et des cas comme ça, on en a des dizaines et des dizaines. Hey ChatGPT, alors je suis en direct avec Jérôme pour enregistrer un épisode de son podcast Le Monde Numérique. Est-ce que tu connais? Tu peux nous en dire peut-être une phrase? Yeah, I know The Monde Numérique. C'est un podcast qui explore l'impact de la technologie et du numérique sur notre société. C'est une excellente ressource pour rester informé sur les dernières tendances et innovations dans le domaine du numérique. Bonjour Romain Huette. Salut Jérôme et merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravi. Romain, tu es français, tu es ingénieur chez OpenAI et tu es responsable de l'expérience développeur, hein, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Romain, comment est-ce que tu deviens pas fou en discutant avec une machine? Ce n'est qu'une machine. Évidemment. T'es pas tombé, je sais pas, c'est pas devenu ton meilleur ami en vrai, à qui tu confies tous tes secrets, etc. Non, mais je pense qu'en fait, c'est quand même un outil avant tout. Hein. C'est un outil qui est quand même très pratique, incroyable au quotidien. Enfin, maintenant, on s'imagine. Moi, je vais plus m'imaginer voyager dans le monde de la même façon parce que j'ai un traducteur en temps réel dans toutes les langues. Et on peut s'imaginer en fait que la barrière de la langue soit tombée pour tout le monde maintenant. Donc ça, c'est assez fascinant. Et je pense que c'est intéressant aussi de se dire que c'est un outil. Et même si on peut interagir avec la voix de façon extrêmement fluide dans toutes les langues, comme on l'a montré là, on a choisi de nommer ChatGPT comme un programme informatique en quelque sorte. On n'a pas choisi de le nommer comme une personne. Ouais. Et je pense que ça c'est aussi intéressant. Et donc, malgré l'apparence humaine des réponses et des conversations, je pense que ça reste un langage basé sur, comme on l'a dit, des algorithmes, des données. Donc, on investit beaucoup aussi sur la recherche, la sécurité, l'éthique des modèles. Mais non, c'est assez fascinant d'avoir cet outil en fait dans la poche ou sur son ordinateur au quotidien, quoi. Donc vous vous posez aussi ces questions, et alors, quand je dis vous, c'est-à-dire même les développeurs qui développent pas ça, est-ce que vous vous dites attention parce que là, si ça devient trop humain, il risque d'y avoir de la confusion, ça peut provoquer, je sais pas, des problèmes psychologiques même, etc. Bah, en fait, on est très conscient des enjeux. On efforce toujours de communiquer clairement sur la nature, les limites des technos. Là, par exemple, je crois que GPT-4o, une des raisons pour lesquelles on est encore en train de graduellement le sortir, c'est qu'on s'efforce de communiquer sur tout ça. GPT-4o en particulier, il a reçu des tests super approfondis de plus de 70 experts pour justement identifier les risques, notamment avec ces nouvelles modalités comme l'audio. Et donc c'est avec ces résultats qu'on se renforce toujours et que nos modèles en gros
soit déployé de façon sécurisée à chaque fois. Donc ouais, on engage beaucoup avec beaucoup de parties justement sur tout ce qu'on fait. C'est encore une fois une approche importante pour nous chez OpenAI, c'est de montrer d'un point de vue recherche les avancées qu'on a et en même temps avoir ce déploiement très itératif en engageant en fait tous les parties impliquées pour faire en sorte qu'on le fasse du mieux possible et que encore une fois ça soit dans le sens de la mission de que ce soit bénéfique à toute l'humanité. Et ce que fait Aristote, c'est qu'il orchestre différentes intelligences artificielles, toutes open source et toutes installées en France, pour les faire collaborer ensemble. Bonjour Renaud Monet. Bonjour. Vous êtes directeur du Digital Lab de Centrale Supélec. Alors Centrale Supélec, on ne présente plus, grande école française installée sur le plateau de Saclay en région parisienne. Comment est-ce que vous rendez de la souveraineté aux modèles, aux grands modèles, les LLM, pour l'intelligence artificielle générative ? Alors une IA souveraine, c'est avant tout donc une intelligence artificielle qu'on fait tourner sur des serveurs qui sont complètement maîtrisés, souverains en France et dont on est certain que les données ne fuitent pas. Donc la souveraineté de l'intelligence artificielle, c'est avant tout la souveraineté des serveurs. Pour pouvoir installer une intelligence artificielle sur un serveur français et souverain, il faut qu'elle soit open source, que vous puissiez l'utiliser librement, gratuitement, que la licence le permette. Et donc, il y a quelques grandes intelligences artificielles open source dans le monde aujourd'hui. Il y en a une produite par le groupe Meta qui s'appelle Llama. Il y en a une qui est produite par Mistral AI, la start-up française. Et donc, ces modèles open source, vous les prenez, vous les modifiez éventuellement, ce qu'on appelle les fine-tuner pour vos propres usages, mais surtout, vous les installez sur des serveurs souverains en France. Et ce que fait Aristote, c'est qu'il orchestre différentes intelligences artificielles, toutes open source et toutes installées en France, pour les faire collaborer ensemble, à la fin avoir un résultat qui est ce que le client cherche à obtenir. Notre cœur de cible, c'est vraiment les universités, les écoles. C'est un produit qui, avant tout, a des fins pédagogiques. Il vise à traiter des vidéos de cours. Les universités ont des dizaines de milliers de vidéos de cours qui ont été enregistrées. Et donc, Aristote a pour vocation de traiter ces vidéos, d'en faire des résumés, des quiz, des enrichissements pédagogiques. Et par ailleurs, on peut aussi faire des comptes rendus de réunions. Et c'est pour ça que Waller s'est appuyé sur Aristote pour produire automatiquement les comptes rendus de réunions dans Waller. Moi, j'ai la conviction qu'on verra un jour des IA dites hybrides, donc multitâches, multi-type de fonctionnalités, et peut-être aussi douées finalement de conscience. Bonjour Jérôme Béranger. Bonjour. Vous êtes docteur en éthique du numérique et vous dites que, oui, c'est sûr, un jour, l'intelligence artificielle sera dotée de conscience. Oui, c'est tout à fait ça. Peut-être pas une conscience humaine complexe comme peut être la conscience humaine, mais une certaine forme de conscience qui va être un peu finalement un plafond de verre qu'on va atteindre avec l'alignement des planètes de certaines technologies, de sciences cognitives, de robotique, de l'informatique quantique qui va multiplier par plus d'1 million les puissances de l'ordinateur le plus puissant au monde. Donc, si vous voulez, il y a des champs des impossibles en maths qui vont devenir possibles. Et donc, du coup, oui, à l'heure actuelle, dire que l'IA d'une conscience peut être une utopie, je l'entends, et que c'est pas réalisable. En toutes conditions, ça, c'est un fait, parce qu'on n'a pas les technologies on n'a pas les alignements des planètes, comme je vous dis, des articulations des différentes disciplines scientifiques en termes de maturité et de puissance de calcul, etc. Mais il faut bien comprendre que avec l'arrivée de l'informatique quantique, il y a des champs des impossibles qui vont devenir possibles. Et donc, du coup, ça entrevoit des paradigmes qui, à l'heure actuelle, sont intangibles par définition, mais qui risquent d'exploser et d'apporter des nouvelles bases. Et donc, du coup, il faut plus se baser sur ces référentiels-là à l'instant T, mais se projeter
Et donc c'est pour ça que moi j'ai la conviction de ça. Mais l'idée, encore une fois, du livre, c'est d'ouvrir le débat, tout simplement, avec des arguments scientifiques pour, des arguments scientifiques contre, et en tout cas amener le lecteur, que ce soit un spécialiste, mais en tout cas aussi le citoyen lambda ou averti, de se faire sa propre opinion et de développer, en fait, si vous voulez, ce champ des possibles et dire et ne pas octroyer cette éventualité, parce que je sais pas si c'est un problème français ou mondial, c'est que on attend toujours que les choses arrivent pour prendre des décisions ou essayer de contrecarrer ces décisions-là. Et donc, du coup, moi, c'est aussi l'objet des essais scientifiques d'anticipation, de perspective, et de projective, de se dire, et si ça arrive, comment on fait? Et comment ça peut arriver? Bonjour Luc Julia. Bonjour Jérôme. Spécialiste de l'intelligence artificielle et qu'on ne présente plus, mais que l'on retrouve aujourd'hui pour parler d'une entreprise française qui s'appelle Lingeo, qui lance un outil présenté comme révolutionnaire ou en tout cas très innovant pour l'apprentissage des langues. Ça s'appelle ILAT. Et vous êtes en grande partie derrière ce ILAT. Qu'est-ce que vous êtes venu faire dans ce truc-là ? Alors, je vais pas dire que je suis en grande partie derrière eux. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de les avoir comme stagiaires il y a 20 ans. On a à cette époque-là, on travaillait sur une compagnie d'éducation. Et donc, on avait des idées déjà un peu particulières, surtout de personnalisation. Et l'idée, c'était de dire, si on veut motiver les gens pour apprendre une langue ou pour apprendre à lire ou pour des choses comme ça qui sont un peu compliquées, on va leur fournir de contenu qu'ils aiment bien, des contenus qui les touchent. Et là, ILAT, quand ils sont venus me présenter le projet il y a quelque temps, et qu'ils m'ont expliqué qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle, en l'occurrence des modèles style LLM, style ChatGPT, pour générer du contenu qui allait s'adapter à l'entreprise particulièrement ou aux choses qui allaient être de l'intérêt des gens, je leur ai dit, c'est super. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai donné quelques petits conseils qu'ils ont bien suivis. Donc, ILAT, c'est la fin de Brian is in the Kitchen, c'est-à-dire ces histoires avec lesquelles on a appris l'anglais et qui n'intéressaient personne. Exactement, c'est ça. C'est exactement le truc que déjà il y a 20 ans, donc dans notre boîte qu'on appelait à l'époque Speak ESL, donc qui était dans la Silicon Valley, où on disait arrêtons d'essayer de faire apprendre aux gens des trucs avec des choses qui n'ont rien à faire, et donnons-leur donc le contenu. S'ils aiment le foot, donnons-leur du contenu de foot, et ça va les motiver pour lire en anglais sur le foot. Et là, ILAT, c'est exactement ça. Là, c'est plus orienté professionnel. Donc, on a très facilement, il y a un petit questionnaire sur l'entreprise et donc ça génère des contenus qui vont être complètement adaptés à l'entreprise et ça va permettre donc de faire des tests, ces fameux tests de niveau A1, B1, etc. Ils vont être complètement adaptés à l'entreprise elle-même et ils gardent quand même la validation de ces tests. Donc, c'est assez impressionnant en fait. Voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous libérer, Et puis, je sais pas, vous allez pouvoir repartir à vos passe-temps préférés. Par exemple, François va faire des speed tests pour mesurer sa vitesse de connexion Internet. Ah non, mais moi, c'est incroyable, quoi. C'est bizarre. Vas-y, fais-nous rêver. T'es à combien, là? Non, mais j'ai un souci de speed test. Bon, c'est bizarre, j'adore faire des speed tests psychologique, tu veux dire? Oui, je sais que tu fais des speed tests. Je sais pas. Non, mais j'ai un peu honte. Non, mais non, c'est mignon. Parce que je dis ça parce qu'en plus, avant qu'on commence à enregistrer, vous étiez en pleine discussion sur les speed tests. Et Bruno nous disait que t'étais à 3 gigabits par seconde, Bruno. Ouais. Putain, ça rigole pas, à Montréal. Vous étiez en retard à un moment, mais c'est la puissance bien américaine, ça. Ouais. Ah ouais. Bon, François, on te retrouve tous les soirs du lundi au jeudi sur BFM Business et sur la chaîne Tech & Co pour ton émission Tech & Co. T'as vu ça, comme je t'ai bien descendu? Et mon jour de chance, c'est de vous avoir à mes côtés dans Tech & Co quand vous êtes là, les amis. Voilà. Donc, et de temps en temps, on vient te rendre visite sur ton plateau. Moi, en vrai, Bruno à distance avec ses 3 gigabits. Voilà. Et il me tarde le CES pour retrouver Bruno. Oui. Ah là là, on va se faire, vous savez quoi? On va se faire un débrief tous les 3 sur BFM Business, ça va être top. Yeah. Chouette. Ça va être chouette. On sera tous les 3 à côté. Monde numérique.
la tech et tout ce qui va avec. Voilà, j'étais ravi de passer cette année 2024 en votre compagnie et je vous donne rendez-vous bien entendu en 2025 pour encore plus d'ActuTech dans le podcast Monde Numérique. Salut, bonne année. Vous aimez écouter des podcasts, vous avez peut-être envie de créer votre propre podcast. Alors rendez-vous sur le site formationpodcastpro.com. C'est une formation en 25 vidéos que je vous propose pour tout savoir sur le podcast. Quel matériel choisir, comment enregistrer dans les meilleures conditions, comment préparer un épisode de podcast et comment mener une interview comme un journaliste. Je vous dis tout, je vous donne des trucs et des conseils. Que vous soyez un particulier passionné ou un professionnel qui veut en savoir plus sur la communication par podcast, c'est la trousse à outils idéale à acquérir en cette fin d'année. Et pour vous faire une idée, vous pouvez télécharger dès à présent la FAQ du podcasting disponible gratuitement sur le site formationpodcastpro.com.